BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Pour le cabinet Vitam MFO. On va parler loi Pacte parce que ça y est, elle est promulguée. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elle est promulguée, 18 mois de travail, puisqu'on sait que la méthode originale du gouvernement reposait sur la co-construction qui avait été lancée en octobre 2017. On a beaucoup papoté. On a beaucoup papoté, ici même sur cette antenne, puisque c'est une loi tentaculaire, c'est une loi aux multiples ramifications, et bien évidemment ici, il ne s'agit pas de parler des 221 articles, enfin il y en a 23 qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, mais uniquement de 7 articles qui concernent l'épargne, qui concernent les épargnants, qui concernent vos auditeurs, nos auditeurs. Bon, on attaque par par quelques points, donc comme vous l'avez dit, mais d'abord le PEA, comment restylé, comme on dit en automobile ? Alors, un PEA plus souple, un PEA accessible, et c'était une volonté forte du gouvernement de pouvoir offrir cet accès aux jeunes, et donc un PEA, mais qui va moins loin que ce qu'on souhaitait sur cette antenne, puisqu'il est possible aujourd'hui d'ouvrir un PEA. On va dire que c'est une première étape. Pour des enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, c'est-à-dire pour ceux qui ont entre 18 et 25 ans, dans le cadre d'un plafond qui est de 20 000 euros, et qui rentre dans le cadre d'un nouveau plafond global, puisque le PEA PME ETI peut aller jusqu'à 225 000 euros, 150 000 euros de plus. Nouveauté, il y avait 75 000 euros auparavant, tandis que le PEA demeure cantonné à 150 000, mais il faut raisonner globalement. C'est pas 225 plus 150, c'est dans le cadre d'une enveloppe globale de 225 000 euros. Il y a le PEA, il y a l'enveloppe PEA avec différents tiroirs. Exactement. Un PEA PME jusqu'à 225, un PEA jusqu'à 150 dans le cadre d'un plafond de 225. Et c'est là-dessus qu'on tire pour les 20 000 des jeunes. Et là-dessus, on tire pour les 20 000 des jeunes. Je ne sais pas si ça sera appelé un grand succès, mais juste un point aussi fondamental, on parlait de co-construction du texte. Il y a aussi une nouveauté dans le texte de loi, c'est l'article 221, le dernier, qui demande au gouvernement de faire un état des lieux un an après la publication du texte. Donc, publication du texte le 22 mai, application immédiate pour le PEA. Là, le 24 mai, depuis le 24 mai, on peut ouvrir des PEA jeunes, si tant est bien évidemment que les banques et les compagnies d'assurance se sont adaptés à ces nouveaux dispositifs. Un point important aussi sur les retraits sur le PEA, puisque aujourd'hui on peut retirer après 5 ans sans casser le PEA et on peut réalimenter. On se rappelait qu'auparavant, donc tout ce retrait avant 8 ans entraînait la clôture du PEA. Aujourd'hui, après 5 ans, il n'est pas clos et on peut même refaire des versements dans le cadre des plafonds qu'on a vus. D'un autre côté, si on veut que ceux qui ont les moyens puissent alimenter un PEA jeune, il faut bien qu'on puisse retirer. Bien évidemment, avec des cas de déblocage anticipé, avec tout un tas de dispositifs, je ne vais pas entrer dans le détail. Juste un point quand même important, des titres de dette sont éligibles aujourd'hui au PEA, donc les titres de crowdfunding, les mini-bons, les titres participatifs sont, et y compris lorsque ces titres reposent, ces obligations reposent, ont été émis par des sociétés qui s'occupent de promotion immobilière. Or, on sait que la promotion immobilière, c'est 40% du crowdlending en France. Donc ça, c'est un point important. Les députés étaient contre, le gouvernement est allé jusqu'à ce niveau-là. Ce qui est un peu baroque, c'est que le PEA, c'est le plan d'épargne en action. Et là, vous nous parlez de crowdfunding désormais éligible, crowdlending, et même les obligations éligibles dans le plan d'épargne en action. Donc on n'est plus dans les actions, mais ça s'appelle quand même le plan d'épargne en action. Et alors même, on ne peut pas avoir accès aux sociétés foncières au sein du PEA. Donc ça, c'est un peu aussi les bizarreries de notre système. Bon, il n'y a pas que le PEA, il y a l'assurance vie qui a aussi évolué. Alors, il y avait 5 articles sur le PEA, il y en a un sur l'assurance vie, mais il va changer considérablement le périmètre de l'assurance vie, puisque aujourd'hui, le point fondamental est la portabilité des contrats au sein de la même compagnie. Alors, je vais m'expliquer. Portabilité interne, comme dit Jean-François Filiatre. Interne, exactement. Pas de transférabilité externe. C'est-à-dire que si vous avez un vieux contrat d'assurance vie émis par une compagnie d'assurance, vous aurez la faculté de pouvoir transférer la provision mathématique vers un nouveau contrat, mais un nouveau produit, un produit plus souple, plus ouvert, qui donne accès pas seulement au fonds euro, par exemple, mais à différentes unités de compte, sans remise en cause de l'antériorité fiscale du contrat. Et ça, c'est un point qui est important parce que non seulement on va pouvoir avoir accès pour les vieux contrats à des contrats beaucoup plus souples, mais aussi on va pouvoir changer de courtier, on va pouvoir changer de distributeur, on va pouvoir bien évidemment adapter l'évolution de son épargne au marché de la distribution. Et surtout, là encore, juste un point, pour peu là encore que les compagnies d'assurance jouent le jeu. Il faut passer des accords, les compagnies d'assurance doivent passer des accords avec des distributeurs. S'il n'y a pas d'accord, on ne peut pas proposer le contrat. Il ne faut pas l'oublier ça. Et donc là, il y a un gros travail de lobbying auprès des assureurs pour qu'ils jouent le jeu
de cette réforme fondamentale. D'un autre côté, les assureurs ils vont avoir un peu la pression des clients parce que la loi les oblige aussi à beaucoup plus de transparence sur la performance de l'ensemble de leur gamme. Et donc celui qui s'est maltraité, avant il s'en doutait, maintenant il le saura. Maintenant, ils vont avoir l'obligation, les assureurs, dans les 90 jours qui suivent le 31 décembre, date à laquelle on a la performance des fonds en euros, de publier la performance de l'ensemble de leurs fonds en euros, de l'ensemble de leur gamme. Et on peut se rendre compte qu'ils ont 90 jours pour le faire. S'ils ne le font pas, il y aura des sanctions et des amendes qui peuvent être élevées. Et surtout, il faudra conserver cette trace pendant 5 ans sur un site qui va permettre, les assureurs de vous mettre à disposition des épargnants l'ensemble de leur performance. Juste un point aussi, il y a des différences fondamentales de performance des fonds euros de certains compagnies d'assurance selon justement la catégorie de contrat. Ça peut aller jusqu'à plus de 1%. Et donc là, cette transparence alliée à cette portabilité interne, certes, mais c'est déjà quand même un point qui est fondamental pour les épargnants. L'objectif est de diminuer aussi les frais. C'est affiché dans la loi. PEA, assurance vie et PER, enfin retraite. Alors, le plan d'épargne retraite, le troisième pilier, puisqu'il s'agit de cotisations supplémentaires. Et juste un point, le PER, c'est quoi? C'est un produit unique avec 3 compartiments différents. L'assurance vie, on pourra transférer son contrat d'assurance vie, opérer des rachats et apporter ces capitaux au sein du nouveau PER en doublant l'abattement de 9 200 € tous les 8 ans. Ce jusqu'en 2023. Donc là, on a la faculté de pouvoir doter ce nouveau contrat. Alors c'est quoi le PER? Le PER, je disais que c'est 3 compartiments. Un premier compartiment qui est un compartiment collectif, c'est l'ancien PERCO, un compartiment individuel, donc qui sont les anciens contrats à Madelin pour les indépendants, les PERP pour tout à chacun, et puis un compartiment à cotisation facultative qui sont là pour une catégorie bien spécifique de salariés qui sont définis en accord bien évidemment avec l'entreprise, puisque l'entreprise devra abonder, mais aussi le salarié. Donc 3 compartiments, un seul et même véhicule, et là encore aussi un élément important, on parlait de pont, on parlait de passerelle, on parlait de portabilité, eh bien il devrait y avoir une portabilité entre les différents compartiments pour adapter le véhicule du plan d'épargne retraite, du nouveau plan d'épargne retraite, eh bien, la consommation et puis aussi à la mutation, à la mutabilité des professionnels, des salariés qui peuvent passer d'un régime indépendant à un régime salarié ou réciproquement. Tout ça, vous avez commencé sur le PE en disant c'est d'application immédiate. Il y a quand même aussi pas mal de décrets, d'ordonnances qui sont attendus. C'est une loi, on le disait un peu, surtout, donc c'est pour ça qu'elle a été censurée du reste par le Conseil constitutionnel partiellement. Mais on attend des ordonnances qui devront être publiées avant mai 2020. Pourquoi? Eh bien, parce que chaque régime a son propre autonomie, on parlait d'article 83, on parlait de loi Madelin, on parlait de PERP, eh bien, il faut pouvoir retranscrire les dispositions de la loi Pacte au sein de chacun de ces véhicules. Le tout étant aussi sur un principe fondamental dont on n'a pas encore parlé, c'est la faculté pour l'épargnant de pouvoir choisir au moment de son départ à la retraite, puisque tous ces véhicules ont vocation à organiser une retraite complémentaire, car on sait que les régimes de base seront pas suffisant, donc avec une sortie en capital possible ou en rente au choix de l'épargnant. Et ça, c'est un point fondamental. Et avec quelle fiscalité? Eh bien voilà, Guillaume, je vous remercie pour cette question qui est formidable, puisque nous ne la connaissons pas. Tout devra être fixé dans les ordonnances de transposition avant mai 2020. Et là, il faudra aussi s'assurer du fait qu'on puisse avoir un dispositif fiscal aussi intéressant que celui qui existait pour les lois Madelin ou les PERP. Donc là, il y a un travail aussi avec le gouvernement pour leur expliquer qu'il ne s'agit pas que cette loi ne serve à rien. Il faut qu'elle ait des impacts pour constituer de l'épargne nécessaire pour la retraite de l'ensemble des épargnants. Benoît Lombard, donc, et son regard acéré sur cette loi Pacte pour le cabinet Vitam MFO. Merci Benoît.